Dans les rues tranquilles de Lyon, lorsque la nuit s'étire et que la ville se vide lentement de ses bruits, Élodie Moreau s'engage dans sa routine discrète. Elle a 27 ans, mais les années paraissent plus lourdes sur ses épaules, usées par l'absence, le silence et les compromis. Le monde l'a obligée à devenir invisible, et elle y a trouvé une forme de refuge. Employée d'une société de nettoyage, elle travaille dans un imposant immeuble de bureaux situé au cœur du quartier d'affaires, un lieu qui ne vit que le jour et qui dort dès le crépuscule tombé. Ce soir-là, comme tant d'autres, elle enfile son uniforme gris et tire son chariot de matériel derrière elle. Mais ce soir est différent. Louis, son bébé de 7 mois, dort paisiblement contre elle, enveloppé dans une couverture douce et pâle. Il n'y avait personne pour le garder. Aucune voisine disponible, aucune crèche de nuit, et ses maigres économies ne permettent aucun service de secours. Alors, dans un geste désespéré mais calme, elle l'a pris avec elle, bien décidée à le cacher autant que possible. Elle entre discrètement par la porte de service, connaît chaque recoin du bâtiment, chaque escalier qui grince et chaque couloir qui résonne trop fort. Le chariot a été modifié. Dans la partie arrière, elle a installé un petit nid de fortune fait de coussins et d'un vieux sac de couchage. Louis dort là, son souffle paisible, à peine audible. Élodie jette un regard autour d'elle avant de s'engager dans l'ascenseur, le cœur battant. Elle prie en silence que personne ne soit là à cette heure. Les étages supérieurs sont plongés dans l'obscurité. Seules quelques lampes d'appoint diffusent une lumière tamisée dans les couloirs. Elle commence sa tâche, vider les poubelles, essuyer les bureaux, balayer les sols. Ses gestes sont précis, méthodiques, presque mécaniques. Son esprit, lui, reste suspendu à chaque son, chaque bruit, craignant qu'un collègue ou un responsable ne surgisse inopinément. Pourtant, l'immeuble est calme comme chaque nuit. Élodie se penche régulièrement sur le petit corps de son fils pour vérifier qu'il dort encore. Un sourire discret éclaire parfois son visage fatigué lorsqu'elle voit les paupières fermées de Louis, son poing serré contre sa joue. Depuis la disparition de son mari, 2 ans plus tôt, elle vit dans un déséquilibre constant. Aucun mot, aucune lettre, aucun adieu. Il s'est volatilisé, laissant derrière lui un ventre déjà rond et un monde soudain plus vaste et plus vide. Louis est tout ce qui lui reste, et c'est pour lui qu'elle continue nuit après nuit, tâche après tâche, sans jamais faillir. Elle ne s'accorde pas de pause ni de plainte. Elle a appris à taire ses douleurs pour que le monde ne les remarque pas. Son quotidien est un enchaînement de sacrifices invisibles. Et pourtant, dans ce silence pesant, quelque chose d'inattendu est sur le point de se produire. Mais à cet instant précis, elle n'en sait rien. Elle nettoie un bureau d'angle, remet un stylo à sa place et replace le cache du clavier. Son fils bouge légèrement dans son coin improvisé, mais ne se réveille pas. Minuit approche. Elle n'a plus que 2 étages à faire. Ses pas sont discrets sur le carrelage. Soudain, un grincement l'alerte. Elle se fige, les mains encore gantées de latex, le cœur suspendu. Le bruit provient du fond du couloir. Elle tend l'oreille, n'ose pas bouger. Rien. Juste un couloir vide. Pourtant, une tension étrange semble s'installer dans l'air. Elle décide de continuer comme si de rien n'était, espérant qu'il ne s'agit que de son imagination. En avançant vers la salle de réunion, elle entend une porte se refermer doucement à l'autre bout. Cette fois, aucun doute possible. Quelqu'un est là. Elle s'approche prudemment, se courbe légèrement au-dessus de Louis, rajuste la couverture, s'assure qu'il est bien dissimulé. Puis elle pousse doucement la porte de la salle, ses gestes plus hésitants qu'à l'ordinaire. L'espace est vide. Pourtant, la sensation persiste. Elle n'est plus seule. Mais ce n'est qu'un instant plus tard, dans un autre couloir, alors qu'elle pense que la tension est passée, qu'elle se retrouve face à une silhouette inattendue, une silhouette droite, élégante, mais visiblement troublée. Et dans les secondes qui suivent, sa routine va voler en éclats. Élodie avançait avec prudence, son balai à la main, ses gestes ralentis par une appréhension qu'elle ne savait expliquer. Le couloir du 10e étage s'étendait devant elle, silencieux, baigné par une lumière froide, filtrée à travers les longues baies vitrées. Tout semblait figé dans une immobilité presque artificielle, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Elle s'était arrêtée juste avant l'angle, pressentant qu'un regard invisible la guettait. Pourtant, tout demeurait immobile, et seul le léger cliquetis du badge de sécurité contre sa hanche rompait le silence. Lorsqu'elle tourna enfin, elle se figea net.
À quelques mètres d'elle se tenait un homme, immobile, vêtu d'un costume sombre légèrement froissé, les cheveux ébouriffés comme si ses mains y étaient repassées trop souvent. Il avait l'air de ne pas appartenir à l'instant, comme surgissant d'un souvenir ou d'une attente trop longue. Ses yeux se posèrent sur elle sans agressivité, mais avec un étonnement manifeste. Élodie eut un mouvement réflexe vers son chariot, cherchant à dissimuler d'un geste nerveux le petit tas de couverture où dormait Louis. Trop tard. Le regard de l'homme venait de s'y poser et sa posture changea immédiatement. Un pas, puis deux. Il s'approcha lentement, sans la brusquer, comme s'il avait peur de troubler quelque chose de fragile. Élodie, paralysée, ne savait que faire. Aucun mot ne franchissait ses lèvres. L'homme s'arrêta à quelques centimètres du chariot. Il ne la regardait plus. Ses yeux, clairs et voilés par une lueur presque douloureuse, fixaient l'enfant endormi. « Il s'appelle comment ?» demanda-t-il d'une voix rauque. La question simple désarma complètement Élodie. Elle s'attendait à une réprimande, un reproche, une demande d'explication. Mais ce ton-là, cette retenue dans la voix, cette vibration sourde, elle ne s'y attendait pas. Après une seconde d'hésitation, elle répondit « Louis ». Il ne dit rien pendant plusieurs longues secondes. Puis il s'agenouilla doucement à côté du chariot, sans quitter le visage paisible de l'enfant du regard. Un silence épais les enveloppa, comme si tout le bâtiment s'était vidé de son écho. L'homme tendit la main mais s'arrêta à mi-chemin, la laissant suspendue, puis se ravisa, effleurant du bout des doigts une mèche de cheveux de Louis. Ce simple geste, pourtant infime, semblait porter en lui un poids immense. Élodie observait, déboussolée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Cet homme, qu'elle reconnaissait maintenant comme étant Étienne Laurent, le nouveau directeur général de l'entreprise, était là à genoux devant son fils, les traits empreints d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Il cligna des yeux, et lorsqu'il se releva lentement, elle vit des larmes rouler sur ses joues sans qu'il ne tente de les cacher. « Pardon », murmura-t-il. Il tourna le regard vers elle et pour la première fois, Élodie croisa ces yeux-là. Il n'y avait ni colère ni jugement, mais une détresse contenue, une sorte de vide qu'aucun mot ne semblait pouvoir combler. « Je ne voulais pas vous effrayer. C'est juste que... » Il ne termina pas sa phrase. Il secoua doucement la tête, puis fit un pas en arrière. Il avait l'air soudain très fatigué, comme si ce simple échange l'avait épuisé au-delà du raisonnable. « Je ne dirai rien, dit-il finalement. À personne. » Puis, sans ajouter un mot, il s'éloigna lentement, ses pas résonnant faiblement sur le sol lustré. Élodie resta là, interdite, la gorge nouée. Elle ne comprenait pas tout, mais quelque chose d'inhabituel venait de se produire, quelque chose de profondément intime, même si elle n'en saisissait pas encore la nature. Elle termina le nettoyage du couloir dans un silence encore plus lourd. Louis dormait toujours, insouciant. En redescendant au rez-de-chaussée, elle ne croisa personne d'autre. Elle sortit par la même porte de service, jeta un dernier regard à l'immeuble désormais plongé dans l'obscurité, puis disparut dans les rues désertes de Lyon. Cette nuit-là, en rentrant dans son petit appartement, elle resta longtemps éveillée, assise sur le bord du lit, Louis contre elle. Le visage d'Étienne Laurent revenait sans cesse dans son esprit, ce regard bouleversé, cette main tremblante près de son enfant. Il y avait dans ce moment quelque chose d'inexplicable, mais pas de mystique, juste une faille humaine, une blessure entrevue. Elle sentit une étrange compassion naître en elle, sans raison apparente. Mais plus que tout, elle avait peur. Elle avait enfreint les règles. Elle avait mis en péril sa place, sa seule source de revenus, pour ne pas laisser son fils seul. Et bien qu'Étienne ait promis de garder le silence, elle savait que les choses pouvaient très vite basculer. Elle s'endormit au petit matin, la peur dans le ventre et le souvenir encore frais de cette rencontre silencieuse au bout d'un couloir désert. Le lendemain soir, Élodie retourna au travail le cœur lourd, l'esprit assiégé par les images de la veille. Elle avait espéré en vain que tout cela n'avait été qu'un mirage, le fruit d'un surmenage, d'un manque de sommeil ou d'une illusion nocturne. Mais non. Elle se souvenait trop bien du regard d'Étienne, de la façon dont il s'était approché du petit Louis, de cette larme silencieuse qui avait trahi une douleur que rien ne semblait pouvoir apaiser. Et elle se souvenait, surtout, de ces mots. « Je ne dirai rien ». Ce soir-là, elle n'avait pas pu faire autrement que d'emmener de nouveau son fils. La voisine avait refusé, prétextant un malaise. Elle n'avait pas insisté. À quoi bon? Le monde ne s'arrêtait pas pour une mère seule. Elle s'adaptait. Elle s'était toujours adaptée.
Elle espérait seulement que le directeur n'apparaisse pas cette fois, que tout resterait calme et prévisible, comme tant de nuits auparavant. Elle se concentra sur sa tâche avec une intensité inhabituelle. Chaque bureau, chaque surface, chaque recoin du sol recevait une attention presque maniaque. Elle cherchait, dans le mouvement et la répétition, à étouffer l'angoisse. Louis, lui, dormait paisiblement, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Élodie passait régulièrement vérifier s'il avait trop chaud ou trop froid, s'il respirait bien, s'il n'avait pas bougé. Elle l'aimait d'un amour inquiet, celui qui ne dort jamais tout à fait. Vers 1 heure du matin, alors qu'elle désinfectait les poignées de porte d'un bureau vitré au 9e étage, elle sentit une présence derrière elle. Cette fois, ce ne fut pas la surprise qui la saisit, mais une étrange forme de résignation. Elle se retourna lentement. Étienne était là presque exactement comme la veille, dans la même posture droite mais légèrement défait, les traits tirés, les mains dans les poches de son manteau. Il ne parla pas tout de suite. Son regard glissa brièvement sur le chariot, où Louis, à demi couvert, laissait apparaître sa joue rosée contre un pan de couverture. Un souffle d'air léger fit frissonner la pièce. Étienne s'approcha, sans précipitation. Élodie ne bougea pas. Elle ne savait pas quoi dire, ni même si elle devait parler. Mais elle se sentait moins paralysée que la veille, comme si une forme de dialogue silencieux s'était déjà établie entre eux, un langage sans mots où seuls les gestes comptaient. Étienne s'agenouilla de nouveau, plus lentement cette fois, sans geste brusque. Il regarda longuement Louis, puis murmura, presque pour lui-même, « Il respire de la même façon. Ce petit sifflement à l'expiration, c'est pareil. » Élodie fronça les sourcils, surprise. Elle comprit alors que l'homme comparait son fils à un autre enfant. Elle n'eut pas à poser de questions. « Mathieu, » dit-il en relevant les yeux vers elle. « Mon fils. » Il avait cette même habitude. Dormir avec la tête tournée à gauche, la main sous la joue. Il sourit tristement, un sourire fragile, suspendu au bord de l'effondrement. Puis il tendit la main et, cette fois, caressa doucement les cheveux de Louis, avec une précaution presque irréelle, comme s'il avait peur de le briser. Le bébé bougea à peine, poussa un petit soupir et continua de dormir. Ce geste, si intime, si inattendu, bouleversa Élodie plus qu'elle n'osa l'admettre. Elle sentit une pression étrange dans sa gorge, mais se contint. Elle ne voulait pas pleurer devant lui. Étienne se releva, regarda autour de lui, puis se tourna vers elle, le visage plus calme. « Vous n'avez pas à avoir peur, dit-il. » Elle ouvrit la bouche, enfin, mais ce fut pour s'excuser. « Je suis désolé, vraiment. Je n'avais pas le choix. Je sais que ce n'est pas autorisé, je sais que je risque d'être renvoyé. Mais je n'avais personne, personne pour le garder. Je ne l'ai pas fait par légèreté. Il leva la main, doucement, l'interrompant sans brutalité. « Vous n'avez rien à expliquer. » « Je comprends. » Elle le regarda avec incrédulité. Ce n'était pas le comportement d'un cadre supérieur. Il ne jouait pas à l'homme compréhensif. Il semblait réellement ému. Elle ne savait pas si cela rendait les choses plus rassurantes ou plus inquiétantes. « Je n'aurais pas dû me retrouver ici cette nuit, dit-il soudain. Je suis resté tard pour éviter de rentrer chez moi. Il y a des dates qu'on n'a pas envie de revivre. C'était l'anniversaire de sa mort. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'eau. Élodie sentit un frisson parcourir son dos. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas les mots pour cela. Mais dans son regard, il put lire quelque chose. Pas de pitié, pas de curiosité, juste une reconnaissance silencieuse de cette douleur qu'il venait de confier. « Je me suis trompé en pensant que j'avais tourné la page », ajouta-t-il. « On ne tourne jamais vraiment. On apprend à marcher à côté du vide. Et parfois, un visage comme celui de votre fils nous y ramène, violemment. » Le silence s'étira, puis il recula de quelques pas. « Vous avez un prénom » demanda-t-il. « Élodie » répondit-elle. « Merci, Élodie » dit-il simplement, comme s'il venait de recevoir quelque chose d'inestimable. Puis, sans attendre de réponse, il quitta la pièce. Élodie resta seule, immobile, bouleversée. Ce qu'elle venait de vivre n'avait rien d'ordinaire. Pourtant, rien de surnaturel ne s'était produit. C'était humain, douloureux, brut, et cela changeait quelque chose en elle, même si elle ne savait pas encore quoi. Elle reprit son travail comme dans un songe, les gestes moins précis, l'esprit ailleurs. Louis dormait toujours, mais autour d'elle, tout semblait avoir changé imperceptiblement. Le lendemain matin, en rentrant chez elle après son quart de nuit, Élodie marchait d'un pas pressé, mais son esprit avançait plus lentement que ses jambes. L'aube colorait le ciel de reflets pâles,
Mais aucune lumière ne semblait atteindre l'intérieur de son crâne. Elle pensait à Étienne, à son geste, à ses mots. Elle se revoyait, immobile, incapable de répondre autrement qu'avec des silences, comme si parler aurait rendu tout cela plus dangereux. Pourtant, en elle, une peur sourde avait grandi pendant toute la nuit. Une peur pratique, concrète, sans détour. Être renvoyée. Peu importaient les circonstances, les confidences, la tristesse de cet homme au costume froissé. La hiérarchie avait ses règles, et elle les avait enfreintes. Dans l'immeuble sans ascenseur où elle vivait, elle monta lentement les marches, son fils serré contre sa poitrine. Elle ouvrit la porte de son petit appartement, jeta un œil à l'horloge qui indiquait presque 8 heures et posa Louis sur son lit, sans même retirer ses chaussures. Elle resta là, les yeux fixés sur le plafond, son esprit tournant en boucle autour des mêmes idées. Le rapport disciplinaire, l'appel des ressources humaines, la convocation, la sanction. Une chaîne d'événements logiques. Elle avait été surprise, 2 nuits de suite, avec un nourrisson dans un environnement de travail. Ce n'était pas défendable, peu importe la compassion du directeur. Il y avait des règles. Elle s'y attendait. Et elle savait aussi que si elle perdait ce travail, il ne resterait plus rien. Aucune allocation ne suffirait à couvrir le loyer, les couches, le lait. Elle n'avait pas de réseau, pas de famille, personne pour prendre le relais. Quand elle s'éveilla après 2 heures de sommeil instable, la première chose qu'elle fit fut de vérifier son téléphone. Aucun appel en absence, aucun message. Elle ouvrit son mail professionnel. Rien non plus. Pas de convocation, pas de courrier officiel. Cela lui parut étrange. Elle resta assise quelques minutes, téléphone à la main avant de se lever. Elle tenta de se rassurer, mais l'absence de nouvelles la rendait encore plus nerveuse. L'attente silencieuse était parfois plus cruelle que la punition elle-même. L'après-midi passa lentement. Louis babillait dans son berceau pendant qu'elle faisait tourner une lessive, préparait un bouillon et rangeait un peu le salon. Elle jetait des coups d'œil réguliers à son téléphone, comme si l'appareil pouvait s'animer d'un moment à l'autre. Elle se surprenait à écouter les bruits du palier, guettant une lettre glissée sous la porte. Mais rien ne venait. À 17 heures, elle ouvrit enfin l'armoire métallique où elle conservait ses effets de travail. Une note pliée était posée au-dessus de ses gants. Une simple feuille de papier, blanche, à l'encre noire. L'écriture était droite, maîtrisée, mais légèrement inclinée vers la gauche. Elle la reconnut immédiatement. « Il faut que je vous parle. Étienne. » Pas de menace, pas de reproche, juste cette phrase. Elle resta debout un long moment, le mot entre les mains. Elle relut chaque lettre comme si elle cachait un sens caché, mais il n'y avait rien de plus à lire que ce qui était écrit. Étienne voulait lui parler. De quoi? Pourquoi par ce biais, si discret? Pourquoi pas un appel, un mail, un message officiel? Elle n'avait pas la réponse, mais elle comprit que l'attente n'avait pas de fin tant qu'elle ne montrait pas. Elle confia brièvement Louis à une voisine du palier, qui accepta à contre-cœur, mais sans poser de questions. Elle lui promit de revenir en moins d'1 heure. Elle traversa la ville sans vraiment voir les rues, les visages, les voitures. Dans le hall du bâtiment, elle salua d'un mouvement de tête le gardien de nuit qui lui rendit son salut sans trop la regarder. Elle monta directement au 10e étage. La porte du bureau d'Étienne était entr'ouverte. Une faible lumière filtrait à travers l'ouverture. Elle frappa doucement, puis entra. Il était là, assis derrière son bureau, une chemise claire et une veste jetée sur le dossier de sa chaise. Il leva les yeux vers elle et se leva aussitôt. « Merci d'être venu », dit-il simplement. Elle ferma la porte derrière elle. Il lui désigna un fauteuil devant son bureau, mais elle ne s'assit pas tout de suite. « Je n'ai reçu aucun courrier. Je pensais que vous seriez convoqué, » interrompit-il. « Oui, je sais. » Il fit une pause, s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit légèrement. Un courant d'air frais s'engouffra dans la pièce. « Je n'ai rien dit à personne. Je ne dirai rien. » Élodie le fixait, incertaine. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle enfin. Il se retourna, s'appuya contre le rebord de la fenêtre, croisa les bras. « Parce que je vous dois quelque chose. C'est étrange à dire, mais c'est vrai. Ce que vous m'avez imposé, involontairement, ces 2 dernières nuits, ce n'était pas une faute. C'était une chance, une claque, une douleur utile. » Il se tut un instant, puis reprit. « Votre fils. Il m'a rappelé ce que j'avais perdu, ce que j'avais enterré. Cela fait 3 ans. 3 ans que je fais semblant d'être intact. 3 ans que j'évite toute forme de souvenir.
Et puis il y a eu ce petit corps, ce souffle endormi, ce visage qui ne m'était pas inconnu. Il passa une main dans ses cheveux, puis retourna s'asseoir. « Je ne vous convoquerai pas. Je ne rédigerai pas de rapport. Au contraire, je veux vous proposer quelque chose. » Élodie se raidit sur la défensive. « Une autre place, un autre poste, précisa-t-il. 2 jours, ici, dans l'immeuble. Vous pourriez amener Louis avec vous. Je ferai en sorte que cela passe dans les règles. Je m'en occuperai personnellement. » Elle cligna des yeux, ne comprenant pas. « Vous me proposez un travail de jour et je pourrais venir avec mon fils ?» Il acquiesça. « Je sais ce que cela implique. Il y aura des regards, des questions, mais je prends le risque. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle sentait ses mains trembler légèrement. Un travail de jour signifiait plus de stabilité, plus de sécurité pour Louis, plus de sommeil, moins de peur. Mais cela voulait aussi dire exposition, jugement, rumeur. Elle n'était pas prête. Mais pouvait-elle se permettre de refuser ? « Je ne vous demande pas de répondre tout de suite, dit-il. Réfléchissez, reposez-vous, et sachez que ce n'est pas une faveur. C'est un choix que je fais, parce que je crois que c'est juste. » Elle le regarda longuement. Il n'y avait pas d'insistance dans sa voix, pas de calcul, juste une ouverture, inattendue, presque irréelle. Mais cette fois, elle n'avait pas peur. Elle hocha lentement la tête, et sans un mot de plus, elle sortit du bureau. L'ascenseur se ferma sur le palier du 9e étage. Les portes de verre s'entr'ouvrirent avec un léger souffle mécanique, et Élodie posa le chariot comme un ballast sur la plaque de métal. Son cœur battait un peu plus vite que d'habitude, non pas seulement à cause du rythme de son travail, mais à l'idée de se rendre dans le bureau de son directeur, lieu qu'elle avait toujours perçu comme une frontière entre elle et un monde auquel elle n'appartenait pas. Et maintenant, elle y entrait. Le couloir la menait vers la porte qui portait simplement le nom « Laurent ». Elle prit une profonde inspiration, corrigea le pli de sa blouse, rejeta une mèche de cheveux derrière son oreille, puis frappa doucement. Un geste simple, mais pour elle, chargé de tant de conséquences. La voix grave de Étienne Laurent l'invita à entrer. Elle ouvrit avec précaution et vit la pièce reculée, cloisonnée par des panneaux de verre fumé, dominée par un grand bureau en bois sombre. La lumière venait de l'extérieur, mais était filtrée par des stores baissés, rendant l'atmosphère douce et tamisée. Il était là, debout près de la fenêtre, regardant la ville, les bras croisés, la silhouette droite. Il se détourna quand elle entra. Un instant de silence où chacun semblait mesurer ce que cet instant représentait. Un franchissement. Il y avait quelque chose de suspendu dans l'air. « Asseyez-vous, Élodie, » dit-il simplement. Elle obéit, s'assit sur une chaise un peu froide et posa ses mains sur ses genoux. Son regard glissa vers le chariot stationné à moitié dans le couloir, puis revint vers lui. Il ferma la fenêtre derrière lui et vint s'asseoir en face d'elle. Il prit une photo accrochée vers l'étagère latérale, la porta lentement devant lui et l'observa. La photo représentait un petit garçon, sans doute âgé de 3 ou 4 ans, jouant dans un jardin d'été, le sourire lumineux et l'œil vif. Le nom écrit au dos, Mathieu. Un vide se creusait en lui et cette image en était la clé. « Je ne vous ai pas fait venir ici pour vous faire des reproches, » continua-t-il avec un calme curieux. « J'ai longtemps cru pouvoir tout gérer seul. Les apparences, les routines, le travail. Mais je me suis trompé. » Élodie le considérait hésitante, sentant une vague de nervosité et de compassion à la fois. Elle se disait qu'elle ignorait encore tout de cette histoire. Il posa la photo sur le bureau. « C'était mon fils, dit-il. Il s'appelait Mathieu. Il aurait eu 4 ans l'an dernier. Il est mort dans un accident domestique. J'avais engagé une baby-sitter un soir de week-end. Je pensais que tout était sous contrôle. Je suis rentré tard. Je l'ai trouvé presque immobile. Je ne peux pas vous raconter ce que j'ai ressenti, mais je peux vous dire que je n'ai jamais pu l'oublier. » Lorsqu'il dit ces mots, l'expression d'Élodie changea. Ce n'était pas de la pitié. Elle rejetait cette forme de distance. C'était autre chose, une ouverture douloureuse, une vérité exposée. Il respira un instant, le regard perdu hors de la vitre. Un peu comme s'il revoyait cette scène encore et encore, chaque fois dans la même pièce, dans le même bureau. Puis il tourna son regard vers elle. « Lorsque je vous ai vu arriver avec votre fils dans ce bâtiment, ce chariot, ce silence, je l'ai vu, le même visage, le même souffle, le même geste. J'ai pensé que j'y hallucinais.
J'ai pensé que la vie me jouait une farce cruelle. Mais je ne rigole plus face à cela. J'ai compris que je ne pouvais pas rester figé. Élodie sentit une lame d'émotion descendue lentement dans son cœur. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se rappelait de ces nuits où elle avait poussé le chariot, surveillé chaque pas, cherché à rester invisible. Elle sentait comme une main invisible l'avoir saisie et tirée hors de l'ombre. Elle osa enfin parler. « Monsieur Laurent, je ne savais pas. Je ne savais pas comment faire autrement. » Il hocha la tête sans jugement. « Je sais, » ajouta-t-il. « Je l'ai su dès que j'ai reconnu ce geste. Vous ne vous servez pas du travail pour abandonner votre fils. Vous vous servez du travail pour vivre, pour survivre, pour exister. J'ai attendu 3 ans qu'un enfant comme lui vienne me le rappeler. » Il se redressa, alla ouvrir un tiroir, en sortit 2 chemises soigneusement pliées. Il les posa devant elle et dit « Je ne vous demande pas d'accepter un changement tout de suite. Ce que je vous demande, c'est d'envisager cette possibilité, de ne plus vivre dans la peur. » Elle fixa les chemises, comme si elles étaient les clés d'une nouvelle porte. Elle releva les yeux vers lui. « Est-ce que cela veut dire « Je peux venir au jour avec mon fils » demanda-t-elle d'une voix à peine perceptible. « Oui, nous préparons ça. Je verrai avec les ressources humaines. Vous débuterez en journée avec un aménagement. Je prendrai personnellement en charge le dossier. » Il sourit légèrement. « Parce que vous nous avez montré quelque chose de vivant. Vous nous avez rappelé qu'un bâtiment n'est pas seulement un lieu de travail, mais un lieu de vie. » Élodie se sentit envahie par une tristesse douce. Une tristesse d'abord pour cet homme et pour son fils perdu. Une tristesse pour elle, pour son fils, et pour toutes les nuits silencieuses qu'elle avait passées à jongler entre tâches et survie. Mais elle ressentit également un soulagement. Une porte venait de s'ouvrir. Une porte qu'elle n'avait pas osé différer. Elle se leva, posa les chemises sur le bureau, et le temps s'arrêta un instant, comme si la pièce retenait son souffle. Il se leva aussi et lui offrit une poignée de main ferme mais respectueuse. Il lui dit « Bienvenue dans un jour nouveau ». Elle quitta la pièce, le chariot restait dans le couloir. Elle descendit lentement, chaque pas plus léger que les précédents. Dans l'ascenseur, elle serra son fils contre elle. Il ouvrit les yeux, bâilla et sourit faiblement. Elle lui caressa la joue, ses yeux pleins de promesses silencieuses. Elle se dit qu'à partir de maintenant, rien ne serait vraiment comme avant. Et elle ne ressentit pas la peur qu'elle ressentait encore parfois. Elle ressentit l'espoir. Elle rentra chez elle sous un ciel encore noir, mais elle savait que quelque chose avait changé. Le monde nocturne de l'immeuble ne lui appartenait plus exclusivement. Il y avait maintenant le jour et avec lui, la possibilité d'une vie différente. Elle regarda Louis endormi, les doigts encore serrés sur le tissu de la couverture, et sentit la gratitude monter en elle. Cette salle, ce bureau, cette photo, tout avait amorcé un changement qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et elle comprit que cette fois, elle ne nettoyait plus seulement des sols, des meubles, des fissures. Elle participait à un renouveau. La lumière de la ville filtrait à travers les volets, tandis qu'elle fermait la main de son fils. Le bruit des voitures au loin, le souffle du vent dans les arbres, tout lui parut plus vivant, plus chaleureux. Elle s'endormit avec la conviction que demain, au réveil, elle pourrait ouvrir les yeux sans que la peur ne soit la première pensée. Le changement avait commencé, lentement, mais définitivement. Lorsque la lumière grise du petit matin se faufila à travers les rideaux usés de son appartement, Élodie ouvrit les yeux avec une sensation étrange dans la poitrine, à la fois douce et incertaine. Ce n'était ni de la peur ni du soulagement, mais une tension contenue, comme si elle attendait la suite d'un récit dont elle venait tout juste de tourner une page essentielle. Elle s'assit lentement sur le bord du lit, observa Louis encore endormi à ses côtés et laissa ses pensées courir librement vers ce qu'Étienne Laurent lui avait proposé la veille. Travailler le jour, être autorisé à venir avec son fils, une régularité possible, une visibilité nouvelle, et donc une exposition que jusqu'ici elle avait évitée à tout prix. Élodie n'était pas naïve. Elle connaissait les murs froids de l'administration, les regards qui pèsent plus que des mots, les soupçons silencieux. Elle avait toujours préféré les couloirs vides aux open space saturés, les horaires nocturnes au jugement implicite du jour. Mais depuis cette rencontre dans le bureau du 10e étage, depuis cette confession inattendue d'un homme qu'elle pensait inaccessible, quelque chose en elle avait changé. Pas de manière spectaculaire, mais assez pour qu'elle ose envisager ce que, hier encore,
Elle n'aurait même pas osé souhaiter. Elle se rendit au bâtiment comme convenu, un peu plus tôt que d'habitude, Louis dans les bras, un sac de rechange soigneusement préparé sur l'épaule. À l'accueil, le vigile l'observa avec un mélange de surprise et d'interrogation, mais ne dit rien. Elle présenta sa carte, attendit que le portique émette le bip rassurant, puis entra. Dans l'ascenseur, elle se regarda dans le miroir. Ses traits étaient tirés, certes, mais il y avait dans ses yeux une lueur qu'elle ne s'était pas vue depuis longtemps, une forme de détermination calme. Étienne l'attendait au 7e étage, dans une salle plus modeste que son bureau habituel, mais baignée de lumière. 3 fauteuils y étaient disposés, et une table basse sur laquelle reposait un dossier bleu clair. Lorsqu'elle entra, il se leva immédiatement et l'accueillit d'un signe de tête chaleureux. Il ne lui tendit pas la main cette fois, mais la guida vers un siège, puis posa son regard sur Louis. « Il a l'air très calme aujourd'hui », dit-il avec un sourire. « Il s'adapte », répondit-elle. « Il comprend quand les choses changent. Il est jeune, mais il perçoit beaucoup. Les enfants sentent quand les adultes sont moins tendus. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. » Elle hocha la tête, puis jeta un regard discret au dossier. Étienne l'ouvrit. « J'ai parlé avec la direction. J'ai évoqué votre situation sans entrer dans les détails personnels. J'ai dit que vous étiez une employée engagée, que vous aviez prouvé votre sérieux à de multiples reprises et que je souhaitais proposer une réorganisation temporaire de votre poste. J'ai plaidé pour une expérimentation, un test d'une nouvelle modalité de travail plus inclusive. » Il marqua une pause, laissa ses mots s'installer. « Cela signifie que vous allez désormais travailler en journée, dans un service transversal, à mi-chemin entre l'intendance et l'accueil. Vous aurez accès à une pièce réaménagée au rez-de-chaussée, une sorte d'espace calme où vous pourrez garder Louis avec vous. Vous serez aussi chargé de veiller à l'organisation de cet espace pour d'éventuels autres parents salariés qui en auraient besoin. » Élodie ouvrit légèrement la bouche, surprise. « Il y en a d'autres? Peut-être. Peut-être pas tout de suite. Mais cela viendra. Et vous en serez l'initiatrice. C'est votre expérience qui a rendu cela possible. » Les mots flottèrent un instant dans l'air. Élodie baissa les yeux, luttant contre l'émotion qui menaçait de lui monter à la gorge. Elle se reprit. « Et les autres? Ceux qui travaillent ici depuis longtemps? Ceux qui me regardent déjà comme si je n'étais pas à ma place. » Étienne soupira puis se redressa dans son fauteuil. « Je ne vais pas vous mentir. Il y aura des regards, des commentaires, des suspicions. Mais vous ne serez pas seul. Je me tiendrai derrière vous, publiquement. Je suis prêt à assumer cette décision devant tout le personnel. Je l'ai déjà évoqué en réunion de direction, et bien que certains s'aient exprimé des réserves, personne ne s'est opposé frontalement. Parce que le monde change. Lentement, mais il change. » Elle l'observa. Il parlait sans artifice, sans détour, sans ce ton paternaliste qu'elle avait souvent entendu. Il lui parlait comme à une adulte, comme à une femme digne de confiance, comme à une égale. C'était nouveau, et c'était déroutant. « Alors, je commence quand ?» demanda-t-elle finalement. « Dès demain, si vous êtes prête. » Elle hocha la tête. Oui, elle l'était, ou du moins, elle le serait. Les jours suivants furent à la fois exaltants et éprouvants. Elle dut s'adapter à un rythme nouveau, à un espace nouveau, à des collègues qu'elle connaissait à peine, à des tâches légèrement différentes, plus visibles. Elle devait organiser les fournitures de l'espace accueil, gérer les demandes internes et veiller à ce que l'endroit reste accueillant. Louis, installé dans un petit coin dédié, jouait parfois, dormait souvent, riait à la vue de certains passants, intriguait les employés. Certains souriaient, d'autres fronçaient les sourcils. Personne ne disait rien ouvertement, mais l'atmosphère était teintée de murmures étouffés. Les premières rumeurs arrivèrent vite. On l'accusait à voix basse de favoritisme. On murmurait qu'elle avait obtenu son poste par des moyens peu clairs. On insinuait un lien inavouable avec Étienne. Elle faisait semblant de ne rien entendre, mais chaque mot, chaque allusion malveillante s'inscrivait dans sa mémoire comme une éraflure. Elle tenait bon. Elle arrivait tôt, repartait tard. Elle faisait tout pour que personne ne puisse lui reprocher quoi que ce soit. Louis était propre, calme, jamais un obstacle. Elle l'éloignait lors des réunions. Elle nettoyait elle-même l'espace après chaque passage. Elle anticipait les moindres critiques. Mais malgré ses efforts, elle sentit que quelque chose s'épaississait dans l'air, une tension diffuse, un malaise qui ne venait pas d'Étienne, toujours bienveillant mais désormais un peu plus distant en public, sans doute pour éviter d'envenimer les soupçons. Non,
cela venait des autres. Des employés comme Hugo, un ancien du service logistique, qui passait souvent devant sa salle sans raison apparente, notait tout dans un petit carnet, lançait des regards ambigus, parfois même la fixait longuement sans parler. Elle l'ignorait, mais elle sentait son hostilité grandir, sourde et persistante. Pourtant, malgré cela, malgré l'épreuve de cette exposition, malgré les soupçons, Élodie sentit quelque chose pousser en elle. Ce n'était pas de la fierté. C'était plus simple. C'était une forme de certitude. La certitude qu'elle faisait ce qu'il fallait, qu'elle ne volait rien à personne, qu'elle travaillait, qu'elle contribuait, qu'elle ne se contentait pas de survivre. Elle avançait. Et ce sentiment, même fragile, même tremblant, était nouveau et précieux. Les jours s'étiraient dans un mélange subtil de routine et de tension. Ce que l'on appelait désormais dans les couloirs le cas Élodie devenait peu à peu un sujet discret mais constant, alimenté par des regards échangés trop rapidement, des messes basses à la machine à café et des conversations tronquées lorsqu'elle entrait dans une pièce. Élodie, bien que concentrée sur ses nouvelles tâches, ne pouvait ignorer l'atmosphère qui l'enveloppait. Elle en sentait chaque frémissement, chaque silence trop prolongé, chaque soupir qui, sans être dirigé ouvertement contre elle, contenait suffisamment d'ambiguïté pour faire naître le doute. Le contraste entre l'aide précieuse qu'elle apportait et la perception qu'avaient certains collègues de sa présence était frappant. Elle avait, en quelques semaines, réorganisé l'espace d'accueil et instauré un système de réservation simplifié pour les employés souhaitant y accéder avec leurs enfants. Elle avait même établi un petit protocole d'hygiène, nettoyant elle-même les jouets chaque soir, désinfectant les surfaces, assurant un lieu toujours prêt à accueillir. Louis, désormais parfaitement adapté à l'environnement, faisait partie du décor quotidien. Son rire cristallin, ses petits pas hésitants, sa main agrippée au coin d'un meuble, tout cela adoucissait les journées de quelques-uns, mais semblait agacer beaucoup d'autres. Hugo en particulier devenait une figure familière et pesante dans ce théâtre informel. Ancien employé de l'entreprise, présent depuis plus de 15 ans, il connaissait chaque étage, chaque employé, chaque règle implicite. Il n'avait jamais prononcé un mot blessant devant elle, mais son comportement ne laissait aucun doute. Il passait devant la salle plusieurs fois par jour sans justification. Restait parfois planté à observer par la vitre sans frapper, notait méthodiquement sur un petit carnet noir qu'il glissait ensuite dans la poche intérieure de sa veste. Un jour, Élodie l'entendit murmurer à un collègue « C'est comme ça que ça commence. Une exception, puis deux, et bientôt, c'est la pagaille. » Cette phrase, pourtant banale, s'imprima dans l'esprit d'Élodie comme une menace. Elle n'était pas paranoïaque. Elle savait faire la part des choses. Mais elle savait aussi que dans une structure comme celle-ci, les attaques les plus dangereuses n'étaient pas celles qui se formulaient clairement. C'étaient celles qui s'insinuaient lentement dans les esprits, jusqu'à créer un malaise collectif suffisamment diffus pour légitimer n'importe quelle décision. Elle continua malgré tout. Jour après jour, elle exécutait son travail avec une rigueur irréprochable. Elle n'était pas parfaite, mais elle ne laissait aucune faille exploitable. Chaque document était rempli, chaque procédure respectée, chaque demande traitée avec efficacité. Elle n'était pas simplement une employée qui bénéficiait d'un traitement particulier. Elle devenait une pièce essentielle du nouveau dispositif mis en place, mais ce n'était pas ce que tout le monde voulait voir. Un après-midi, alors qu'elle revenait d'un rendez-vous administratif avec le service des ressources humaines, elle trouva la porte de la salle entrebâillée. Elle entra précipitamment, le cœur battant, et découvrit Louis debout dans son petit parc, en train de jouer indemne. Mais l'ambiance n'était pas la même. Quelqu'un était entré. Quelqu'un avait fouillé. Rien n'avait disparu, mais une peluche avait changé de place. Une pile de documents avait été retournée. Et surtout, un post-it jaune collé à l'écran de son ordinateur contenait un simple mot, « Prudence ». Elle ne le montra à personne. Elle ne parla pas de cet événement. Elle n'en avait pas la preuve. Et surtout, elle savait que si elle commençait à se plaindre, à crier au harcèlement, elle serait perçue comme instable. Elle choisit une autre voie, celle du silence, du travail bien fait et de l'observation attentive. Elle nota les passages répétés de certains employés, la fréquence des inspections non annoncées, la disparition ponctuelle de fournitures. Elle comprenait que certains cherchaient à accumuler des éléments contre elle. Elle savait aussi que, pour l'instant, ils n'en avaient pas. Étienne, de son côté,
gardait une attitude neutre mais constante. Il la saluait en public, lui adressait parfois une remarque positive dans les réunions, mais ne montrait aucun signe d'attention particulière. Il semblait avoir compris que trop de proximité ne ferait que nourrir les rumeurs. Leur relation s'était ainsi installée dans un équilibre délicat, reconnaissance discrète, soutien silencieux, mais pas un mot de plus. Élodie, loin de lui en vouloir, appréciait cette retenue. Elle savait qu'il la protégeait autant qu'il le pouvait, sans exposer davantage la situation. Un matin, alors qu'elle arrivait plus tôt que d'habitude, elle surprit une conversation dans le couloir du premier étage. 2 employés parlaient à voix basse, pensant sans doute que personne ne les entendait. « Tu crois qu'elle a vraiment eu ce poste à cause de son bébé ? Tu plaisantes ? Tu as vu comment il la regarde ? Ce n'est pas un poste, c'est une faveur. Elle est intouchable maintenant. Elle va finir par se brûler les ailes, ce type. » Ces mots la transpercèrent comme des aiguilles, non pas parce qu'ils contenaient une vérité, mais parce qu'ils reflétaient une injustice tenace. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait jamais profité de la situation. Elle travaillait plus que nécessaire. Elle faisait tout pour ne gêner personne. Et pourtant, elle restait, aux yeux de certains, une étrangère, une anomalie dans le système. Elle retourna à son bureau sans un mot, plus déterminée que jamais à tenir bon. Louis, de son côté, semblait insensible à cette tension. Chaque matin, il accueillait les lieux avec le même enthousiasme. Il reconnaissait les visages, riait aux éclats lorsqu'on lui tendait un objet, babillait avec insistance dès que quelqu'un lui prêtait attention. Il devenait, malgré lui, un élément central de ce nouvel espace. Plusieurs employés, autrefois distants, commençaient à s'arrêter quelques minutes pour le saluer. Certains même apportaient de petits jouets, des biscuits adaptés, une couverture neuve. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour créer une fissure dans la résistance ambiante. Et malgré l'hostilité persistante de certains, malgré les regards insistants de Hugo, malgré les conversations étouffées dans les escaliers, Élodie tenait bon. Elle avançait, pas à pas, jour après jour, avec la certitude tranquille de ceux qui savent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Et si la résistance se faisait plus vive, c'était peut-être le signe qu'elle commençait à déranger pour de bonnes raisons. Il faisait exceptionnellement chaud ce jour-là. La lumière crue filtrait à travers les grandes vitres du rez-de-chaussée, rendant l'air de l'espace d'accueil étouffant malgré la climatisation poussive. Élodie, transpirante, tentait de maintenir un rythme régulier dans son travail, tout en gardant un œil attentif sur Louis, comme toujours. Elle l'avait installé dans son coin favori, près de la plante en pot qui faisait office de barrière naturelle entre son tapis de jeu et le reste de la pièce. Le petit garçon babillait en tapotant un jouet sonore, insouciant, souriant à quiconque passait à proximité. C'était un de ces jours où, malgré les tensions persistantes, l'équilibre semblait se maintenir tant bien que mal. La matinée s'était déroulée sans incident. Quelques employés étaient devenus consulter des documents, d'autres avaient brièvement discuté avec elle de demandes internes. Tout paraissait sous contrôle, mais c'était précisément dans ce genre de routine installée que les inattendus surgissaient. Élodie le savait, mais ce jour-là, la fatigue et la chaleur finirent par altérer sa vigilance. En fin de matinée, une réunion impromptue fut convoquée à l'étage supérieur. Un problème de coordination entre les équipes de maintenance et de sécurité. Étienne, absent depuis 2 jours pour des réunions à l'extérieur, n'était pas là pour gérer la situation. On demanda à Élodie de monter rapidement afin de clarifier certaines consignes qu'elle avait contribué à rédiger. Louis venait de s'endormir après avoir été nourri. Elle prit la décision risquée de le laisser là, dans son petit parc sécurisé, pensant qu'elle reviendrait en moins de 10 minutes. Elle monta à l'étage, se concentra sur la réunion, répondit aux questions, signa 2 formulaires. Le tout dura un peu plus longtemps que prévu. Lorsqu'elle redescendit, un léger malaise l'envahissait déjà. Elle accéléra le pas en sentant que quelque chose clochait, un bruit inhabituel, une absence de babillage, un silence anormal. En franchissant la porte, elle le vit immédiatement. Louis n'était plus dans son parc. Le petit tapis était vide. Une des chaises basculées sur le côté indiquait qu'il s'était hissé maladroitement pour en sortir. Son regard balaya la pièce avec panique. Il était là, à moitié caché sous la table de réunion, assis, tenant un petit objet entre ses mains. Un bouchon de plastique. Un de ces capuchons de stylo trop souvent oubliés sur les tables. Il portait déjà l'objet à sa bouche. Élodie hurla. Elle courut, se précipita, mais le petit avait déjà avalé.
Elle cria encore, le prit dans ses bras, le renversa sur son avant-bras, tapa doucement dans son dos comme elle avait vu faire une infirmière dans une vidéo. Rien. Le bébé commençait à suffoquer. Son visage se contractait, ses bras s'agitaient dans le vide. Elle cria de nouveau, appela à l'aide, complètement submergée. C'est à ce moment-là qu'Étienne apparut. Il n'était pas censé être là. Il avait avancé sa venue d'un jour sans prévenir. Il entra en trombe alerté par le cri. Il ne posa aucune question, ne perdit pas une seconde. Il prit Louis entre ses bras, le plaça sur son avant-bras, le pencha, appliqua la manœuvre d'Heimlich adaptée aux nourrissons. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et enfin, un petit bruit, un sifflement. L'objet ressortit, suivi d'un tout-sautement faible mais clair. Élodie s'effondra sur le sol, tremblante, les mains sur le visage. Elle n'arrivait plus à respirer. Étienne s'agenouilla à côté d'elle, tenant Louis dans ses bras. Le petit garçon pleurait maintenant, ce qui était bon signe. Étienne le serra contre lui, le berça sans un mot. Il le fit comme s'il avait déjà tenu ce corps minuscule, comme s'il avait retrouvé dans ce geste une mémoire musculaire qu'il n'avait jamais vraiment perdue. Des collègues accoururent. Un silence pesant s'installa. Une infirmière interne prit le relais. Louis fut emmené pour un contrôle de routine. Élodie resta là, incapable de bouger, sous les regards lourds. Elle avait failli perdre son enfant. Et tout cela parce qu'elle avait pris le risque de le laisser seul quelques minutes. Parce qu'elle avait cru qu'il ne bougerait pas. Parce qu'elle avait pensé que tout était sous contrôle. Les conséquences furent immédiates. Une réunion d'urgence fut convoquée dans l'après-midi même. Le service des ressources humaines exprima sa préoccupation. Des voix s'élevèrent pour remettre en question la pertinence de la présence d'un enfant dans un environnement de travail, même encadré. Hugo en profita pour faire valoir sa position depuis le début. Ce n'était pas une solution viable. Il rappela que l'entreprise n'était pas une garderie, que cela mettait tout le monde en difficulté. Que des accidents de ce genre entachèrent la réputation et exposaient à des responsabilités juridiques. Élodie, convoquée dans une petite salle annexe, dut tout raconter. Elle ne tenta pas de minimiser son erreur. Elle expliqua son absence, décrivit précisément ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti. Elle n'accusa personne. Elle prit l'entière responsabilité. Mais à l'intérieur, elle était brisée. Étienne, interrogé à son tour, admit avoir agi instinctivement. Il refusa cependant de commenter l'organisation de l'espace ou la gestion de la salle. Il dit simplement que la vie de l'enfant avait été sauvée grâce à une intervention rapide et que l'incident devait servir à renforcer les mesures de sécurité, non à revenir en arrière. Il ne mentionna pas le lien personnel qu'il ressentait envers Louis. Il resta sur des faits, froids, précis, contrôlés. La direction décida de suspendre temporairement l'usage de la salle. Élodie fut provisoirement réaffectée à une tâche de coordination interne, sans contact direct avec l'accueil des enfants. Louis ne pourrait plus être présent au bureau jusqu'à nouvel ordre. La décision tomba comme une sentence, irrévocable, même si présentée comme temporaire. Chez elle, Élodie pleura, longuement. Elle n'avait jamais pleuré ainsi depuis la disparition de son mari. Elle pleura pour la peur qu'elle avait ressentie, pour la culpabilité, pour le regard de Louis quand il avait suffoqué, pour le poids écrasant des jugements. Mais elle pleura aussi pour autre chose, la certitude que tout ce qu'elle avait construit était en train de s'effondrer. Elle ne savait pas ce que serait demain, mais elle savait une chose. L'accident de Louis avait tout changé, pas seulement dans les regards, mais dans la structure même de l'édifice qu'elle essayait de bâtir. Un seul instant d'inattention, et tout avait failli disparaître. Le silence qui suivit l'incident fut plus lourd que les mots échangés en réunion. Les jours passèrent, mais rien ne semblait revenir à la normale. L'espace d'accueil resta fermé, verrouillé sans explication officielle, et les rumeurs reprirent avec plus de vigueur. Élodie, reléguée à une salle sans fenêtre au 2e étage, passait ses journées à trier des dossiers de maintenance, isolée, ignorée, observée à distance par ceux qui voyaient en elle la cause d'un désordre qu'ils n'avaient jamais voulu reconnaître. Plus personne ne parlait ouvertement du projet d'accueil des enfants. Plus personne ne parlait de Louis, sauf à voix basse, sauf en supposant qu'il aurait pu ne pas s'en sortir. Élodie ne disait rien. Elle faisait son travail, exécutait les tâches qu'on lui assignait, évitait les couloirs trop fréquentés. Elle mangeait seule, elle rentrait chez elle sans un mot. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait.
Ce n'était pas seulement la colère, c'était la peur de voir tout ce qu'elle avait tenu à bout de bras lui échapper. Elle savait qu'un retour en arrière n'était plus possible. Elle ne pourrait plus se cacher dans les horaires nocturnes, ni redevenir l'ombre qui nettoie après les autres. Ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle représentait maintenant, tout cela l'avait changé. On l'avait vu, on l'avait entendu, et même si cela avait mal tourné, il était trop tard pour disparaître. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des archives dans une salle étroite du sous-sol, Hugo entra sans frapper. Il tenait une pochette cartonnée de couleur rouge, usée sur les bords, avec des coins pliés et une étiquette presque illisible. Il la regarda sans sourire, sans hostilité évidente, mais avec cette neutralité méprisante qu'il maîtrisait à la perfection. « Tu voulais être au cœur de l'entreprise, non? Alors regarde un peu ce qu'est vraiment cette boîte », lança-t-il en déposant la pochette sur la table métallique. Elle le fixa sans répondre. « Tu crois que tu es tombé sur un homme bienveillant? Tu crois que c'est par hasard qu'il t'a protégé? Tu penses qu'il fait ça par bonté? » Lisse. Puis il sortit sans attendre de réponse. Élodie resta un instant debout, immobile, le regard fixé sur le dossier. Elle hésita à l'ouvrir. Elle savait que ce qu'il contenait allait la déranger. Elle savait aussi que ce serait probablement déformé, tronqué, sorti de son contexte. Mais elle savait une chose avec certitude, elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle ouvrit lentement la pochette. À l'intérieur, une série de documents administratifs, des rapports internes, des échanges d'emails imprimés. Et au milieu, un rapport daté de 3 ans, signé par plusieurs cadres de l'époque, mentionnant un événement dramatique, la mort de Mathieu Laurent, fils unique de Étienne, alors âgé de 3 ans. Ce qu'elle lut laissa une marque brûlante dans son esprit. Le document rapportait que l'enfant avait été laissé sous la surveillance d'une employée externe, une jeune femme engagée pour un remplacement temporaire en lien indirect avec l'entreprise. Le rapport détaillait l'accident. L'enfant aurait échappé à la vigilance de la baby-sitter, serait tombé dans un bassin décoratif intérieur situé dans un bâtiment annexe et y aurait été retrouvé sans vie quelques minutes plus tard. Le document précisait également que le lieu en question ne respectait pas les normes de sécurité pour les enfants. Il s'agissait d'un espace appartenant à l'entreprise, utilisé pour des réceptions, mais dont la configuration présentait des risques en cas d'accès non contrôlé. Ce qui frappa Élodie, ce fut la conclusion du rapport. La responsabilité de la société n'avait pas été officiellement reconnue, mais un accord financier avait été proposé à la famille de la jeune femme chargée de la garde pour éviter des poursuites. L'affaire n'avait jamais été rendue publique. Aucun média n'en avait parlé. Tout avait été étouffé, camouflé sous une montagne de formalisme. Elle relut les pages, une à une, les mains tremblantes. Elle comprit que cette douleur silencieuse, cette souffrance que Étienne portait en lui, n'était pas seulement personnelle. C'était aussi une cicatrice institutionnelle. Il avait vécu cette tragédie au sein même du monde qu'il dirigeait. Il avait vu son propre univers devenir un lieu de mort, et il avait dû, ensuite, continuer à l'habiter, à le représenter, à le gérer. Mais ce qui la perturba davantage, ce fut la dernière note manuscrite au bas d'un des documents. La direction recommande que toute communication sur ce dossier reste confidentielle. Le nom de l'enfant ne doit pas être associé publiquement à l'entreprise. Une phrase simple mais qui disait tout, le nom de Mathieu avait été effacé. Sa mémoire institutionnelle avait été étouffée. Élodie referma le dossier avec précaution. Elle resta longtemps assise dans cette salle froide, sans bouger. Lorsqu'elle remonta, elle se dirigea directement vers le 10e étage. Elle frappa à la porte d'Étienne sans attendre de réponse. Il leva les yeux, surpris, puis se leva en voyant son visage. « C'est vous qui m'avez fait venir ici », dit-elle en posant le dossier sur son bureau. « Alors vous allez me dire maintenant pourquoi vous avez caché tout ça. Pourquoi vous m'avez laissé croire que c'était une simple tragédie. Ce n'était pas juste un accident. C'était ici. C'était dans cette entreprise. Et vous avez étouffé l'histoire. » Étienne resta silencieux quelques secondes. Puis il contourna lentement son bureau, regarda la pochette rouge, la toucha du bout des doigts. « Je n'ai jamais voulu que ce dossier réapparaisse, » murmura-t-il, « pas parce que je voulais vous mentir, mais parce que je n'ai jamais su quoi faire avec cette vérité. J'ai perdu mon fils dans un lieu que je gérais, entouré de gens que je croyais compétents. Et j'ai dû continuer à vivre ici, à voir les mêmes murs, les mêmes couloirs. J'ai accepté que le silence était le prix de la survie.
Je n'ai pas eu le courage de me battre contre ça. Il s'assit, les épaules basses. Lorsque je vous ai vu avec votre fils, j'ai compris que je pouvais peut-être faire quelque chose de différent. Pas réparer, non, mais créer autre chose. Offrir un contrepoint. Je ne vous ai pas utilisé. Je vous ai regardé et j'ai vu une seconde chance. Élodie l'écoutait, partagée entre la colère et la compréhension. Elle ne savait pas si elle pouvait lui pardonner, mais elle comprenait au moins pourquoi tout cela était arrivé. Elle comprenait qu'elle n'était pas un hasard dans cette histoire. Elle était une conséquence, et peut-être aussi un tournant. Le matin s'annonçait tendu. Une note interne avait été envoyée la veille à tous les employés du siège. Une convocation officielle à une assemblée générale extraordinaire, à 8 heures précises, dans la grande salle de conférence du 5e étage. Aucune raison spécifique n'avait été mentionnée, ce qui rendait l'annonce encore plus inquiétante. Les rumeurs s'étaient propagées immédiatement, alimentées par les récents événements, l'accident de Louis, la fermeture précipitée de l'espace d'accueil, le retrait progressif d'Élodie de ses fonctions visibles et surtout la présence de plus en plus discrète de Étienne Laurent dans les étages ces derniers jours. Le 5e étage, d'ordinaire réservé à des réunions de direction ou à des séminaires internes, s'était rempli d'un murmure constant. Les chaises métalliques alignées faisaient un bruit sec à chaque déplacement. Les employés arrivaient en silence, les visages fermés, certains tendus, d'autres curieux. Élodie se tenait au fond de la salle, près de la porte, Louise absent, confiée exceptionnellement à une amie rencontrée dans un centre associatif. Elle n'avait pas voulu qu'il soit là ce jour-là. Intuition ou simple prudence, elle avait compris que cette assemblée ne serait pas anodine. À 8 heures précises, la présidente du conseil d'administration, Madame Lafont, fit son entrée, suivie de 2 membres de la direction juridique. Étienne Laurent entra en dernier. Il salua brièvement, sans chercher à fuir les regards. Il n'avait ni le costume strict des jours d'annonce, ni l'air détaché de certaines réunions techniques. Il avait le visage marqué, les traits tirés, mais le regard déterminé. Lorsqu'il se plaça derrière le pupitre central, le silence se fit naturellement. Il n'y avait pas de micro, mais sa voix portait. Il n'avait pas besoin d'amplification. Il avait quelque chose à dire et tous le sentaient. « Je vous remercie d'être venu. Je ne prolongerai pas l'attente. Ce que j'ai à dire aujourd'hui concerne l'entreprise dans sa structure, dans son humanité, dans sa mémoire. Ce que je vais partager est personnel, mais aussi institutionnel, et j'en prends l'entière responsabilité. » Il marqua une pause, puis continua. « Il y a 3 ans, mon fils est mort dans un bâtiment appartenant à notre entreprise. Ce drame s'est produit alors que des mesures de sécurité élémentaires n'étaient pas respectées. Le lieu était accessible, mal protégé, et la surveillance confiée à une personne non formée, recrutée à la hâte. Je ne suis pas là pour désigner des coupables. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous avons collectivement échoué à reconnaître la responsabilité morale de cette entreprise dans ce drame. » Un frisson parcourut la salle. Certains regards se tournèrent vers les membres du conseil. Madame Lafont resta impassible, les mains croisées. « Ce dossier, poursuivit Étienne, n'a jamais été discuté ici. Il a été traité comme un incident privé. Pourtant, il s'agissait d'un accident impliquant notre environnement professionnel, notre culture de gestion, notre manière de penser la sécurité et la responsabilité. Et ce silence, ce déni, a eu des conséquences. Pas seulement pour moi, mais pour chacun d'entre vous. » Il s'interrompit brièvement, puis tourna son regard vers Élodie, au fond de la salle. Récemment, une collaboratrice de cette entreprise, Élodie Moreau, a été confrontée à une situation difficile. Seule avec son enfant, sans solution de garde, elle a continué à travailler avec dignité, courage et rigueur. Elle n'a rien demandé à personne. C'est moi qui ai décidé de lui offrir une solution temporaire, d'aménager son poste, de permettre la présence de son enfant dans un espace encadré, dans un contexte que je croyais suffisamment sécurisé. Je me suis trompé. Il y a eu un accident. L'enfant a été sauvé, mais cela n'efface pas le risque que nous avons pris. Il inspira profondément. Cependant, ce que cette expérience a révélé au-delà du risque, c'est le besoin fondamental de repenser notre manière de considérer ceux qui vivent à la marge de notre système. Ceux qui, comme Élodie, comme d'autres que vous ne voyez peut-être pas, jonglent entre responsabilité personnelle et exigence professionnelle dans une indifférence totale. Il regarda la salle avec une intensité accrue. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour défendre ma décision.
Je suis ici pour assumer les conséquences de mes choix. Je comprends que certains aient douté, que d'autres aient murmuré. Mais je crois que ce que nous avons tenté de construire, malgré les imperfections, était juste. Et je ne regrette pas d'avoir essayé. Un mouvement discret dans la salle, quelques têtes hochées, des mains croisées plus fermement, des épaules qui se redressaient. Si la direction ou le conseil estime que j'ai outrepassé mes fonctions, je suis prêt à être relevé de mon poste. Mais avant cela, je demande à ce que l'on écoute aussi la voix de ceux qui n'ont jamais été invités à cette tribune. J'invite Élodie Moreau à me rejoindre ici. Un instant de flottement, puis tous les regards se tournèrent vers elle. Elle sentit son cœur battre contre sa poitrine comme un tambour de guerre. Ses jambes tremblaient. Elle hésita, mais elle marcha, lentement, en silence, jusqu'à la tribune. Étienne s'écarta. Elle ne savait pas quoi dire. Mais en voyant les visages, elle sut qu'elle ne pouvait plus se taire. « Je suis Élodie Moreau. Je suis employée ici depuis plus de 3 ans. J'ai travaillé la nuit, j'ai nettoyé vos bureaux, j'ai traversé vos couloirs sans que personne ne sache mon nom. Je ne suis pas une exception, je suis comme beaucoup de femmes seules, de parents isolés, de gens invisibles. J'ai fait une erreur. J'ai laissé mon enfant seul quelques minutes. J'ai cru que ça irait. Je me suis trompé. Et j'ai eu de la chance. » Sa voix était claire, posée, sans pathos. « Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si j'ai accepté ce poste, si j'ai pris ce risque, ce n'est pas pour du confort. C'était pour survivre, pour donner à mon fils un peu de stabilité, un peu de sécurité. J'ai assumé, j'assumerai encore. Mais je ne suis pas un problème, je suis un symptôme. Le symptôme d'un système qui ne laisse aucune place à ceux qui vivent autrement que selon les normes. Un silence total. Pas même un froissement de papier. Je ne vous demande rien. Je vous demande juste d'ouvrir les yeux. Je ne veux pas de traitement de faveur. Je veux qu'on accepte que le monde change, que les réalités changent, et que si une entreprise veut survivre, elle doit aussi évoluer. » Elle recula d'un pas, croisa le regard de Étienne, puis elle descendit de la tribune, regagna sa place. Son cœur battait encore, mais elle ne tremblait plus. La présidente prit la parole après un moment de réflexion. Elle remercia Étienne puis Élodie pour leurs interventions. Elle annonça que le conseil se réunirait en urgence dans les prochaines 24 heures pour statuer sur la situation. La salle se vida lentement. Pas de cris, pas de jugement, juste des regards plus ouverts, plus attentifs. Ce jour-là, une frontière avait été franchie. Et même si l'avenir restait incertain, quelque chose s'était définitivement déplacé. Le lendemain matin, le bâtiment principal de la société était parcouru par un frémissement palpable. Les visages semblaient plus concentrés, les discussions plus étouffées. Les employés attendaient le verdict de la réunion du conseil d'administration, convoquée d'urgence après l'Assemblée générale. Chacun avait une opinion souvent partagée à voix basse, rarement exprimée à haute voix. Certains s'attendaient à ce que Étienne Laurent soit écarté, au moins temporairement. D'autres pariaient sur une décision plus diplomatique, mais personne, absolument personne, ne s'imaginait la tournure exacte que prendraient les événements. Élodie, arrivée discrètement comme toujours, s'était installée dans un coin du 3e étage, un bureau provisoire qu'on lui avait attribué en attendant que sa situation soit réévaluée. Elle n'avait pas ramené Louis ce jour-là non plus. Elle ne savait pas si elle y serait autorisée à nouveau, ni même si elle souhaitait encore l'exposer à cet environnement tendu. Elle avait passé la nuit à revoir dans sa tête les mots qu'elle avait prononcés lors de l'Assemblée. Elle ne regrettait rien, mais elle redoutait ce qui allait suivre. Elle savait qu'elle avait dérangé un équilibre, même s'il était bancal. En début d'après-midi, un message officiel fut diffusé par le service communication. Il invitait tous les employés à rejoindre la salle de conférence à 14 heures pour une déclaration de la présidente du conseil. L'annonce était brève, sans détails, mais son ton formel ne laissait pas place à l'ambiguïté. Ce n'était pas une simple communication, c'était une décision. Et cette fois, personne ne voulut manquer l'occasion d'en être témoin. La salle se remplit rapidement. Pas un siège vide. Plusieurs restèrent debout, collés contre les murs. Élodie s'assit au fond, droite, les mains serrées sur ses genoux. Étienne entra peu après, seul, vêtu d'un costume sombre impeccable. Il ne salua personne, ne chercha aucun regard. Il avait le visage fermé, mais digne. Il se plaça à sa place habituelle, dans le silence total. Puis Madame Lafont fit son entrée. La présidente était connue pour son ton froid, ses décisions tranchées, sa capacité à maintenir le contrôle même
dans les situations les plus tendues. Elle s'avança jusqu'au pupitre, prit la parole sans introduction inutile. « Mesdames, Messieurs, le conseil d'administration s'est réuni ce matin pour examiner la situation récente impliquant l'un de nos directeurs et une de nos employés. Il s'agissait de faire toute la lumière sur les faits, d'en évaluer les conséquences et de statuer sur les mesures à prendre. » Un silence de pierre s'installa dans la salle. Les faits sont clairs. Un incident grave s'est produit. Il aurait pu coûter la vie à un enfant. Les conditions dans lesquelles ce risque s'est matérialisé ont été analysées. Des failles de surveillance, une évaluation insuffisante des risques et une réorganisation improvisée ont été identifiées. Élodie sentit sa gorge se serrer. Elle s'attendait au pire. Cependant, dit-elle en marquant une pause, il serait réducteur et fondamentalement injuste de juger cet événement sans considérer le contexte dans lequel il est survenu. Ce que cette entreprise a vécu ces dernières semaines est plus qu'un incident. C'est une révélation, une démonstration brutale de nos lacunes, mais aussi de notre potentiel. Quelques murmures dans la salle. Des sourcils se haussèrent. Nous avons écouté les témoignages. Nous avons relu les rapports. Nous avons consulté des experts. Et nous avons pris une décision. Étienne Laurent ne sera pas écarté de ses fonctions. Au contraire, le Conseil renouvelle sa confiance dans sa direction. Un mouvement de surprise traversa la salle, mais ce renouvellement de confiance s'accompagne d'une exigence claire. Nous ne voulons pas refermer cette affaire. Nous voulons en tirer une leçon. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous lançons officiellement un projet pilote, un programme d'accueil interne des enfants de salariés, adapté, sécurisé, encadré par des professionnels. Ce projet portera le nom de Espace Mathieu, en mémoire de l'enfant que nous avons trop longtemps tué dans notre propre histoire. Élodie sentit un choc dans sa poitrine. Elle tourna lentement la tête vers Étienne. Il ne bougeait pas, mais ses yeux étaient rougis. Ce projet sera piloté en lien avec les ressources humaines, les services sociaux partenaires, et placé sous la coordination directe d'une personne que nous avons jugée légitime, de par son expérience, son engagement et sa résilience. Mademoiselle Élodie Moreau. Le silence fut total, puis un murmure d'étonnement, rapidement suivi d'un mouvement d'applaudissements timide. Étienne se leva. Il s'avança d'un pas vers le pupitre, mais ce fut Madame Lafont qui posa une main sur son épaule, le retenant doucement. Elle reprit la parole. « Nous savons que certains auront des doutes. Nous savons que des résistances existent. Mais nous avons choisi de transformer un échec en opportunité, de ne pas punir la vérité, mais de l'intégrer. Cette entreprise ne pourra pas prétendre au progrès sans affronter ses incohérences. Ce programme est une réponse. Ce n'est que le début. » Elle se retira sans un mot de plus. La salle resta silencieuse encore quelques secondes, puis les applaudissements reprirent, plus francs, plus nets. Élodie restait figée. Elle venait d'entendre son nom associé à un projet qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle sentit les regards se tourner vers elle. Certains étaient surpris, d'autres sceptiques, mais certains, pour la première fois, semblaient admiratifs. Étienne quitta la salle sans un mot. Élodie, elle, resta encore un moment. Les gens venaient lui serrer la main, la féliciter, poser des questions. Elle ne savait que répondre. Elle ne savait pas encore comment elle allait faire, mais elle savait qu'elle devait le faire. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que cette proposition n'était pas une faveur. C'était une reconnaissance. Et dans cette reconnaissance, il y avait quelque chose de plus grand que la peur, quelque chose qui ressemblait enfin à de la justice. Le mois qui suivit l'annonce du projet Espace Mathieu fut un enchaînement de journées longues, exigeantes, parfois chaotiques, mais étrangement claires dans leur direction. Élodie, officiellement nommée coordinatrice du programme, se retrouva plongée dans un univers qu'elle n'avait jamais imaginé habiter. Elle, la femme de l'ombre, la discrète du nettoyage de nuit, devenait soudain un visage connu, sollicité à chaque étage, au centre de réunion, de signature de contrats, de réunions de planification, de choix d'aménagement. Le premier changement visible fut l'attribution d'un nouveau bureau, lumineux situé au rez-de-chaussée, à quelques pas de l'entrée principale. La pièce, autrefois inutilisée, fut transformée en un espace moderne, équipé de rangements, de matériel pédagogique, de tapis de sol, de mobilier sécurisé. Une petite salle attenante fut réservée pour les soins de base, avec une table à langer, un point d'eau et un coin repos.
L'espace ne ressemblait ni à une crèche classique, ni à un bureau d'entreprise. C'était un entre-deux, pensé pour accueillir, adapter, s'ajuster à la réalité des parents en transit. Dès les premiers jours, Élodie comprit qu'elle ne pouvait tout faire seule. Elle ne voulait pas recréer une structure rigide. Elle consulta d'anciens collègues, contacta des assistantes maternelles, rencontra des mères isolées comme elle, qui connaissaient les contraintes invisibles du quotidien. Ensemble, elles imaginèrent des protocoles, des horaires souples, des règles simples, mais respectueuses. Le programme ne visait pas à remplacer un mode de garde, mais à offrir un espace de respiration pour les parents en situation d'urgence, en transition, en précarité temporaire. Louis, désormais âgé de presque 10 mois, accompagna chaque étape. Il était là tous les matins, tenant la main de sa mère, observant les changements avec une curiosité joyeuse. Il fut le premier enfant officiellement accueilli dans l'espace et son nom fut discrètement inscrit sur une petite étiquette en bois, accrochée à une cloison. Louis, pionnier. Élodie sourit en voyant cette inscription pour la première fois. Elle ne l'avait pas demandé. C'était l'idée d'une collègue du service design, une manière discrète de rendre hommage à l'origine du projet. Rapidement, d'autres enfants suivirent. Une employée du service juridique, récemment séparée, confia son fils 2 après-midi par semaine. Un technicien du service informatique, en garde alternée, utilisa l'espace chaque vendredi matin. Une réceptionniste, dont la mère âgée avait des soucis de santé, trouva un soulagement dans cette solution souple qui lui permettait de rester disponible sans renoncer à sa vie professionnelle. Le projet grandissait, doucement, sans bruit, mais avec efficacité. Élodie, elle, se découvrait d'autres compétences. Elle gérait les plannings, les incidents mineurs, les demandes logistiques, les stocks de fournitures. Elle écrivait des rapports, répondait à des courriels, participait à des comités. Elle n'était plus dans l'ombre mais au cœur de quelque chose de vivant. Et surtout, elle n'était plus seule. Elle ne portait plus tout sur ses épaules. Elle faisait partie d'une dynamique collective où ses idées étaient écoutées, ses décisions respectées. Étienne, de son côté, resta en retrait. Il n'intervenait que lorsqu'elle le sollicitait. Leur relation avait changé. Elle n'était plus teintée de cette tension implicite, de ce passé partagé sans mots. Elle était devenue professionnelle, claire, mais toujours marquée par une reconnaissance silencieuse. Un jour, alors qu'ils finalisaient ensemble le rapport trimestriel du programme, elle lui demanda, sans détour, « Pourquoi avez-vous choisi de rester? Après tout ça, vous auriez pu partir. Vous auriez pu laisser tomber. » Il avait levé les yeux vers elle, les mains croisées sur le bureau, parce que partir aurait été trop facile. Et parce que rester, c'est assumer. Ce projet, il est plus que ce que j'imaginais. Il me fait du bien. Et il fait du bien à cette entreprise. Elle n'avait rien répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Tout avait été dit. Certains collègues avaient changé de comportement. Ceux qui l'avaient ignorée, ou regardée de haut, ou jugée sans la connaître, se montraient désormais plus prudents, voire respectueux. Pas tous. Certains restaient distants ou sceptiques, mais ils étaient moins nombreux. Le poids du regard avait diminué. Le respect s'installait lentement, par les actes, par la constance. Un jour, alors qu'elle rangeait des cartons de jeux éducatifs avec 2 stagiaires, une femme du service comptabilité entra avec sa fille de 4 ans, visiblement mal à l'aise. « Je sais que ce n'est pas prévu, dit-elle, mais je n'ai trouvé personne ce matin. Est-ce que je peux... juste 1 heure ?» Élodie lui sourit. « Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. » Ce jour-là, la petite fille dessina un soleil avec un feutre vert au centre d'un papier blanc. Elle le tendit à Élodie en disant « C'est chez toi ici ?» Élodie avait répondu sans réfléchir « C'est chez nous. » Ce nouveau départ, ce poste inattendu, cette visibilité soudaine, n'était pas sans fatigue ni sans pression. Mais ils avaient remplacé la peur par du sens. Chaque matin, en entrant dans le bâtiment, elle ne se sentait plus étrangère. Elle ne craignait plus les portes vitrées, les ascenseurs en miroir, les étages silencieux. Elle faisait partie de l'entreprise. Pas comme une anomalie tolérée, mais comme une présence pleinement intégrée. Et Louis, qui grandissait au milieu de ce mouvement, devenait le témoin joyeux de cette transformation. Il marchait maintenant. Il riait à pleine voix. Il appelait sa mère en tapant sur les vitres de l'espace d'accueil, les bras ouverts. Il était l'image vivante de ce que cette entreprise pouvait être lorsqu'elle acceptait de s'ouvrir à la réalité. Lorsqu'elle décidait que les murs pouvaient aussi accueillir des vies, pas seulement des performances. Et pour Élodie, chaque sourire de son fils,
Chaque main tendue d'un parent reconnaissant, chaque mail d'un salarié soulagé devenait la confirmation silencieuse que malgré les difficultés, elle avait trouvé sa place. Non pas par chance, mais par mérite, par persévérance, par humanité. L'automne s'installait doucement sur Lyon. Les feuilles portées par le vent léger coloraient les trottoirs de nuances dorées et brunes. La lumière perdait en intensité, les jours raccourcissaient, et dans le hall principal de l'immeuble, l'ambiance semblait plus calme, presque apaisée. Le projet Espace Mathieu avait trouvé son rythme. Les employés ne s'arrêtaient plus systématiquement devant la salle pour observer. Ils connaissaient désormais son existence, l'avaient intégré à leur quotidien comme un département à part entière. Les enfants qui y passaient faisaient un partie du paysage. Le programme n'était plus une exception. Il était devenu une structure stable, solide, reconnue. Élodie travaillait toujours avec la même rigueur, mais son visage s'était transformé. Ses traits, marqués par les années de solitude, d'inquiétude et de fatigue, semblaient plus détendus. Elle souriait plus facilement. Elle parlait avec assurance. Elle formait même désormais une petite équipe, avec 2 assistantes et un agent de coordination logistique. Elle n'était plus seule, ni dans la gestion, ni dans la mission. Elle était à sa place, pleinement. Louis grandissait lui aussi. Il avait fêté son premier anniversaire quelques semaines plus tôt, au sein même de l'espace, entouré de quelques enfants, de parents et même d'Étienne, venu brièvement saluer la petite assemblée. L'homme, fidèle à sa discrétion, était resté peu de temps, mais il avait déposé sur la table un petit paquet carré, soigneusement emballé, qu'il avait demandé à Élodie d'ouvrir plus tard, chez elle. Elle avait respecté sa demande. Ce n'est que le soir venu, dans le calme de son appartement, que la jeune femme avait déplié le papier épais, révélant un cadre sobre en bois clair. À l'intérieur, une photographie. Elle n'était pas ancienne, mais l'émotion qu'elle contenait semblait venue d'un autre temps. On y voyait Louis dans les bras d'Étienne, souriant, tendant la main vers un appareil photo invisible. En arrière-plan, posée sur une étagère, une autre image encadrée, celle d'un petit garçon aux cheveux bruns dont le regard rappelait irrémédiablement celui de Louis. Mathieu. Élodie resta longtemps silencieuse devant cette image. Au dos du cadre, une phrase manuscrite d'une écriture fine et droite. D'une certaine manière, « Il m'a ramené mon fils. Merci. Étienne. » Elle ne sut pas quoi penser immédiatement. Elle ne savait pas si cette photo était une conclusion, un hommage ou une manière pour Étienne de lui dire adieu. Mais elle comprit qu'au-delà des mots, au-delà des gestes, il s'agissait d'un lien qu'aucune structure formelle ne pouvait définir. Une reconnaissance intime, profonde, née d'un entrelacement de blessures, de pertes et de résilience. Louis n'était pas un remplaçant, mais il était devenu pour cet homme un miroir du possible, un rappel que la vie ne s'efface pas, qu'elle se transforme, qu'elle se prolonge parfois dans des rencontres inattendues. Le lendemain, elle vint au travail avec la photo dans son sac. Elle la montra à son équipe, sobrement. Chacun y vit quelque chose de différent. Une preuve de confiance, un geste humain, un souvenir partagé. Elle la posa sur l'étagère principale de l'espace, près des documents administratifs, des jouets et des boîtes de rangement. Elle ne la cacha pas, mais elle ne la mit pas en avant non plus. Elle était là comme une note douce dans une mélodie complexe. Les mois passèrent. Le programme s'étendit. Une deuxième salle fut ouverte dans un autre bâtiment. Des discussions furent lancées avec des entreprises partenaires. On parla d'Élodie dans des conférences sur la parentalité en entreprise. On l'invita à témoigner, à partager son expérience, à inspirer d'autres structures. Elle accepta parfois, refusa souvent. Elle préférait rester à son poste parmi les enfants, à observer les premiers pas, à rassurer les parents en détresse, à offrir ce qu'elle n'avait jamais reçu, un espace de confiance. Étienne resta directeur. Il ne modifia pas son comportement. Il ne revendiqua rien. Mais ses décisions furent marquées, dès lors, par une attention nouvelle aux détails humains, aux parcours invisibles, aux réalités complexes. Il cita souvent le programme dans ses allocutions, sans jamais en faire un étendard. Il le considérait comme un symbole de ce que l'entreprise pouvait devenir lorsqu'elle s'ouvrait au réel. Un jour, alors que la neige commençait à tomber sur la ville, Élodie reçut un courrier manuscrit, glissé dans son tiroir sans expéditeur. Une simple feuille blanche pliée en deux. À l'intérieur, une seule phrase, « Ce que vous avez créé sauvera bien plus d'enfants qu'un simple espace. Vous avez déplacé les murs. » Elle sourit en lisant ces mots.
Elle ne chercha pas à savoir qui les avait écrits. Elle savait que peu importait l'auteur. Ce qui comptait, c'était que ce qu'elle avait vécu, porté, transformé, ne se limitait pas à son histoire. C'était devenu une force discrète, une brèche ouverte dans un monde trop souvent rigide. Cette dernière photographie, celle de Louis dans les bras d'Étienne avec l'image de Mathieu en arrière-plan, devint pour elle une ligne d'horizon. Non pas un souvenir figé, mais un rappel constant que certaines rencontres, même marquées par la douleur, peuvent devenir le point de départ de changements profonds. Elle ne cherchait plus à oublier, elle ne cherchait pas à tout réparer. Elle avançait chaque jour, avec la conscience d'avoir fait quelque chose de juste. Et si un jour Louis, en grandissant, demandait « Pourquoi suis-je sur cette photo avec un inconnu ?» elle saurait quoi lui répondre. Pas une histoire de perte, ni de souffrance, ni même de compassion. Elle lui dirait « C'est l'homme qui t'a vu quand le monde ne regardait pas encore, et grâce à toi, il a vu de nouveau. » Ce jour-là, Louis comprendrait que même les chemins les plus discrets peuvent transformer des vies, et qu'en osant exister, Élodie avait ouvert bien plus qu'une porte. Elle avait créé un passage,